Ce matin, je me sentais peu habilité à parler le premier. Cet après-midi, je me sens peu habilité à présider une séance. Donc, c'est la journée des faibles habilitations à faire les choses. Et donc, après une matinée consacrée aux écritures en travail, nous abordons une après-midi symétrique aux lectures en écho. Donc, comme vous le voyez dans le programme, nous allons d'abord entendre Madame Sabine Voss-Falck, dont la seconde partie du nom ne vous est pas inconnue, et qui donc est psychanalyste à Tours, chargée d'enseignement en faculté de psychiatrie à l'université de médecine, et notamment l'auteur de La chair des émotions et Une chair épandue sur le divan. Il faut ajouter aussi que Madame Voss-Falck anime un séminaire de littérature et psychanalyse dans lequel, bien sûr, intervient Bernanos. Et c'est à ce titre bien, qu'elle va évoquer, est-ce que ça désigne Bernanos tout entier, l'âme bric-à-brac, un cabinet de curiosité. Voilà. Alors, il faut appuyer pour que ce soit clair. Voilà, vous pouvez y aller. Vous êtes très disparate, donc mon regard va essayer de balayer un peu pour que... Voilà. Il faut approcher. Vous m'entendez? Approchez un peu plus le micro. On peut le tirer. Allô? Oui. Voilà. Donc, dans son incessante recherche de l'être, Bernanos ne craint aucune complexité. Il y plonge plutôt à pleine main, soucieux d'entrer dans les âmes comme par la brèche, et ce, afin d'en pénétrer les secrets. Y entrer pour en explorer les dédales. Cette âme, un bric-à-brac, autrement dit un cabinet de curiosité, dans lequel l'écrivain poète nous demande de demeurer un peu. Certes, à nos risques et périls. Ce risque et ce péril, Chantal de Clergerie, dans La Joie, le connaît d'intuition, elle qui, à toute force, niera l'évidence. Je cite, « Il y a très peu de choses dans ma vie, entendez-vous. Elle ressemble à une chambre d'étudiante, le lit, la table, les deux chaises. Je puis la tenir propre et claire. De quel droit en ferait-on un bric-à-brac, un de ces magasins de curiosités que je déteste? Eh bien, je fermerai ma porte, voilà tout. On devra dire son nom, son vrai nom, montrer son visage. Désormais, n'entrera pas qui voudra. » Fin de citation. Comme toute dénégation, ces mots indiquent précisément l'endroit même où, bien évidemment, il faut chercher. La négation, qui est le mécanisme de défense le plus répandu, montre, certes en creux, autrement dit en négatif, ce qui, justement, d'une vérité inconsciente tente de paraître. Celle d'une vie pulsionnelle bric-à-brac, touffue et prodigue, si l'on n'en a pas peur, et dont on protège l'intimité le plus possible. Bernanos, freudien sans le savoir, et pour notre plus grand bonheur, surtout pour notre plus grande curiosité, ira lui-même à l'encontre des mots de son personnage, nous faisant en effet entrer, avec le délice de la curiosité assouvie, entrer donc dans ce magasin de curiosité, ou plutôt cabinet de curiosité, si l'on veut être fidèle à la qualité analytique de notre lecture. Ainsi, nous, lecteurs, ayant montré notre visage et donné notre nom à Chantal de Clergerie, via son auteur, devenons légitimes à y entrer, pas seulement en visiteurs, mais en explorateurs étrangement concernés. Entrons donc ensemble dans ce bric-à-brac qui, ne nous y trompons pas, recèle des objets hétéroclites, certes, mais aussi des recoins d'ombre et de rêve où rien ne se distingue. Métaphore probable de tous les aléas du désir. Dans ce cabinet de curiosité, j'y reviendrai tout à l'heure, des angles morts, des coins ombreux, comme le sont les matériaux du rêve. Je n'ai rien
aimait à dire l'abbé Chevance. J'ai mis 30 ans à reconnaître que je n'avais rien, absolument rien. Ce qui pèse dans l'homme, c'est le rêve. Fin de citation. Ce qui pèse dans l'homme, c'est non pas ce qui se voit et s'entend, mais la part insu. Cet ailleurs qui donne à penser que décidément, sous une chose, toujours une autre chose. Allégorie obscure, dira Bernanos, réseau d'incertitude. Le rêve délivre de l'inquiétante étrangeté, tout comme, nous le verrons, un cabinet de curiosité. Ce qui pèse dans l'homme, c'est la trace psychique, le plus souvent infime, de ce qui s'est pourtant passé. Trace inconsciente accessible seulement en rêve, dont on se souvient que le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Les personnages de Bernanos sont un jour ou l'autre rejoints par cette langue ignorée, au risque d'en être non pas fécondés, mais empoisonnés. C'est en tout cas à la fois leur richesse et leur crainte, comme si le plus grand danger n'était que celui qui source de ces nappes inconnues qui, souterrainement, continuent leur chemin, presque sans nous. Ici, le rêve demeure à la lisière de la pensée. Chantal de Clergerie peine à le reconnaître et surtout à y consentir, affolement de se sentir envahie par, je cite, des rêves ténébreux qu'elle sent monter un par un du fond de sa conscience, ainsi que des bulles de boue. Elle essaiera, cependant de toutes ses forces, soutenue par l'abbé Chevance, de faire, je cite, d'un sens exquis de sa propre faiblesse, le signe ineffable de la présence de Dieu. Y parviendra-t-elle si elle persiste à croire que son âme n'est qu'une pièce presque vide, propre et claire? Sans doute que non. Même Mouchette, personnage on ne peut plus sur le qui-vive, se laisse prendre par surprise par cette part insu. Dans cette errance éperdue après le viol puis la mort de sa mère, se blottissant au miracle, parvenant à se blottir contre le flanc d'une jeune femme, le front contre son tablier bleu. Dans ce geste, ni rébellion, ni révolte haineuse ou plaintive, non, seulement l'expression d'un désir si puissant qu'il est parvenu à passer la frontière de la défense et de la peur. Je cite, « C'est un geste aussi inconscient que celui du dormeur qui se retourne dans un songe. » Dans la nouvelle histoire de Mouchette. Tout ce qui se passe dans un songe, tout ce désir interdit que transporte le rêve sans le savoir. Un désir pourtant ici légitime, celui de s'appuyer sur le front contre la jupe de cette jeune femme. Peut-être même désir d'être consolé, qui sait aimer. Ainsi, ce qui pèse dans l'homme à travers le rêve est ce dépôt infantile qui tapisse le fond de la mémoire, tel un paysage de brume. Le langage oublié de l'enfance, comme source de l'écriture, certes, mais aussi comme unique motif dans le tapis. Même si les mots ne peuvent jamais suffisant rendre compte du désir et de tout ce que le désir a eu à traverser depuis la naissance pour pouvoir arriver jusque-là. Parole de Bernanos. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef, ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Après tout, j'aurai le droit de parler en son nom, mais justement, on ne parle pas au nom de l'enfance, il faudrait parler son langage. Et c'est ce langage oublié, ce langage que je cherche de livre en livre, imbécile, comme si un tel langage pouvait s'écrire, s'était jamais écrit. N'importe, il m'arrive parfois d'en retrouver quelque accent. Sans doute est-ce ce langage oublié qui se cherche aussi dans toute cure analytique. La levée de l'oubli, autrement dit du refoulement, en est l'accès, la science des traces, le moyen d'y parvenir. Comment donc retrouver ce langage oublié de l'enfance, ou du moins en récolter quelques traces, si ce n'est en se mettant dans une sorte d'état hallucinatoire, autrement dit d'état de rêverie,
proche peut-être de celui de la mère auprès de son juste-né. Alors qu'il travaille à un manuscrit, enveloppé comme à chaque fois, je cite, dans une espèce d'hallucination épuisante, hors de laquelle il est incapable de rien écrire, Bernanos se laisse prendre par tel ou tel prochain personnage qui semble s'imposer ainsi presque malgré lui. Attelé à M. Wynne, c'est soudain la figure du curé de campagne qui va surgir. Je cite, « Je vois se lever peu à peu devant moi un visage inoubliable que je me tue à essayer de peindre avec toute ma foi et mon amour. Quel regard, jour et nuit, sur le mien !» Comme si, au moment prolifique, il lui était impossible de se rendre maître de ses sujets, qui finissent finalement par le regarder yeux à yeux. C'est son personnage qui, prenant vie plus vite que prévu, se met à le fixer, et non l'inverse. Écriture s'originant ainsi au terreau pulsionnel, puisant à l'hallucinatoire, comme au réveil, on peut écrire en continuité du rêve de la nuit. Parole de Bernanos, heureux du qualificatif d'onirique qu'un critique littéraire attribuera à M. Wynne. Rien n'est aussi lucide que le rêve. Ou bien encore à un autre critique dans une revue de poésie, « Je suis un romancier, c'est-à-dire un homme qui vit ses rêves ou les revit sans le savoir. Je n'ai donc pas d'intention au sens qu'on donne généralement à ce mot. » Donc une vie essentiellement imaginative. Et d'ailleurs, Bernanos signe souvent quelques courriers de l'appellation dormeur éveillé. Écrivain de l'inconscient, donc, s'acharnant à éliminer toute certitude, en cultivant l'art du suspense. On se disait ce matin que c'était difficile, Bernanos. Et Bernanos s'astreint quand même à nous rendre accessible son langage, puisqu'il dira à son éditeur « J'apprends aux gens à lire entre les lignes ». Il est vrai qu'il faut lire Bernanos entre les lignes, parce qu'à la lecture, on soupçonne des choses en fait sans vraiment pouvoir conclure. Aucun lien de causalité n'est possible. Tout fluctue en un rythme discontinu. Le texte s'interrompt parfois, de pointillés marquant un silence, une faille, une rupture, produisant une ellipse narrative. Chaque dialogue est une surprise, puisque les réponses aux questions sont toujours à côté, décalées. Visage et dialogue sont montrés avec la puissance d'un aveu, comme s'ils portaient à chaque instant à la fois le poids d'un secret et l'imprévisibilité de son dévoilement ou pas. Comme si, lisant Bernanos, nous devions consentir à l'incertain et en accepter le jeu. Pour autant, nous ne sommes pas ici en plein rêve. La langue ignorée puise aussi à la réalité, à la pesanteur de l'homme tout court, dans toutes ses tortures intimes. Je cite, « Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur par un prodige de compassion et qu'importe d'en connaître ou non la source impure. » Fin de citation. Oui, lorsque Bernanos se penche sur ces personnages, surgis là sans les avoir au préalablement construits ou organisés, il les reçoit donc, et c'est par un prodige de compassion. Tout cela n'est pas une affaire de péché ou de recherche de la source impure, mais la nécessité d'une compassion incarnée, c'est-à-dire qui sait intégrer la part de haine et sans peur prendre à pleine main la puissance destructrice humaine et la douleur qui en découle. C'est ça la compassion. C'est celle qui sait intégrer la part de haine et la pulsion destructrice. Une compassion qui, je cite, s'efforce de pénétrer d'un coup, d'un élan, comme par un jeu divin, si loin dans la douleur des hommes. D'ailleurs, si cela n'avait pas été à pleine main, cela n'aurait servi de rien. Cela n'aurait pas été crédible. C'est parce que le curé de campagne va jusqu'à chuter dans un fossé boueux et sale, au plus vil de soi, que Bernanos en fait un être apte à s'emparer de sa douleur pour en faire quelque chose. Guillaume l'infirme dira à son ami Stini, dans M. Wynne, « Souffrir, voyez-vous, cela s'apprend. » Cette souffrance, c'est comme un murmure au fond de soi jour et nuit, qu'on dorme ou qu'on veille, une chose toujours là, nous dit Bernanos, qui parle dans sa langue, une langue inconnue. Alors, autant en apprendre la langue afin de supporter l'angoisse
sans trop se désorganiser. Pour apprendre à souffrir, entrons plus avant dans l'inconnu. Ouvrons ce cabinet de curiosité qu'est à elle seule l'âme. Cette âme dont Bernanos situe avec quelques caricatures au creux de l'épigastre, enfin un peu plus bas, au plexus, ou plutôt réservoir, qui est un réservoir, un gros reliquat d'images polissonnes, pas trop faciles à éliminer désormais. Définition de l'âme. Acceptons donc aujourd'hui d'être curieux. Que l'âme puisse être un bric-à-brac ou pire, un magasin de curiosité, Chantal le nie donc à toute force. Mais elle est légitime à ce moment-là à le nier, parce qu'elle est aux prises avec une horde de curieux, d'inquisiteurs, si sous prétexte de bienveillance, cherche à ouvrir les portes de son cabinet intérieur, de son monde interne. Les portes qui ouvrent au temporel, le psychiatre Lapérouse prétend contrôler, ainsi que son père, M. de Clergerie, prétendent contrôler l'âme de Chantal, et puis portes qui ouvrent au spirituel, quand l'abbé Sénabre cherche à garder grande ouverte la porte pour pouvoir y entrer quand bon lui semble, ainsi que Fiodor, mais pour d'autres raisons. Donc dans ce manoir normand de Laigneville, quantité d'hommes traquent les signes d'éveil de sa féminité. Chaque transformation de son corps et de son âme, chaque changement d'intonation dans sa voix, chaque mimique du visage ou expression du regard y sont épiés, attendus, interprétés. L'invisible filet se refermait sur la belle proie, nous dit Bernanos. Un vent de folie s'est emparé des habitants de la maison. La pulsion épistémophilique se décharge sans mesure, sans limite, et détruit tout sur son passage. Mais quel est donc le moteur de cette curiosité? De quoi parle-t-elle? Il semblerait que Chantal soit devenue un objet de curiosité, certes, mais plutôt d'avidité. Comme si tous se trouvaient face à elle en avidité, renvoyés, voraces, à leur propre vide interne ou leur mélancolie, quand il leur faut, coûte que coûte, dérober à Chantal ce qu'ils n'ont pas, plus encore que l'objet de son désir lui-même. C'est ça l'envie, le désir de dérober le désir de l'autre. La pulsion d'envie convoite par désir du désir de l'autre. Son but est de se nourrir ainsi des richesses de l'autre, de tout ce qui manque au désir. Nombre de personnages chez Bernanos, je cite, sont rongés par l'envie. Une envie, dit-il, exaltée jusqu'à la haine maladive du genre humain. Même M. de Clergerie souffre d'envie à l'égard de sa fille quand il lui dit « Je t'admire, enfin, je t'envie ». Quitte à enfoncer les portes, quitte à surgir à l'improviste, afin de lui ravir tous ses objets précieux. Alors qu'elle, elle veut donner sa joie. Tous cherchent à lui dérober sa manière d'être au monde. Ils cherchent à lui dérober son lien d'émerveillement aux choses et aux êtres, sa capacité d'amour. Cette capacité secrète que le curé de campagne craint tant de perdre lorsqu'il s'exclame « Si j'allais ne plus aimer ». Et cette capacité d'amour qui caractérisait l'abbé Chevance, puisque le suprême secret du vieux prêtre, je cite, était un secret d'amour. Même sa tristesse, la forme de sa tristesse, ils la veulent, parce qu'ils la sentent, cette tristesse, pareille au reproche des anges. Alors que la tristesse, leur tristesse à eux, est absurde, équivalente de l'angoisse, elle les abat, les effondre, casse leur corps, leurs pensées, les rendent amers, cyniques. Leur tristesse à eux est une tristesse aussi froide que l'enfer, entrer dans le monde avec Satan, un sale vertige, précise Bernanos. Il faut dire que Chantal fait envie, n'est-ce pas? Toute petite, elle possédait une joie si pleine qu'elle débordait son regard, ses gestes, ses chants, allant devenant au-devant des autres sans se protéger. Elle rayonnait à son insu, Chantal. Elle se pensait transparente, mais ça lui allait. C'est de l'enfance
cette illusion que l'on peut être soi-même est naturelle au vu de tous et sans danger. Peu de délimitation entre soi et l'autre, on se désire presque indifférencié, c'est l'insouciance. Maintenant, il est trop tard pour travailler à contenir son fort interne et tout le pulsionnel en éveil. D'autant plus qu'elle a perdu ses alliés, sa mère, l'abbé Chevance. Donc elle est l'objet de curiosités perverses, d'excitation, sous couvert factice de bienveillance. D'autant plus que chez Bernanos, l'avidité comporte cette particularité qu'elle se porte non pas seulement sur le bien, mais sur le mal. Le mal, comme le bien, est aimé pour lui-même, dira Bernanos, et servi, non pas seulement aimé, mais servi. La pulsion de mort y trouve à se satisfaire. Mais entendons-nous bien, un mal qui est en nous, dans votre poitrine, mes amis, je cite, dans votre peau. Notre pauvre chair consomme la souffrance comme le plaisir avec une même avidité sans mesure, saura dire l'abbé Donissan. Criminelle ou sainte, ne pourrait-on pas dire criminelle et sainte, telle est l'âme servie par la pulsion d'envie. Nous sommes capables de tout, murmure Chevance. Au service de l'envie, on l'a vu, cette curiosité scrutatrice, perforante, non dénuée de sadisme. Une curiosité homicide. Alors, j'ai eu plaisir à aller et venir avec Barbé d'Aurevilly, les diaboliques, parce qu'au bout d'un certain moment, la lecture de Bernanos est relativement suffocante. Et Barbé d'Aurevilly parle de curiosité ardente, lui. Elle ne l'est ardente, cette curiosité, parce qu'elle se tisse à l'impériosité de subtiliser à l'autre son désir, quitte à s'installer dans l'imposture. En tout cas, cette curiosité ardente est un bonheur. Et c'est l'envie qui pousse à la nécessité d'observer avec attention. Barbé d'Aurevilly utilisera le terme de perscruter. Ce qui motive le narrateur du Bonheur et dans le crime, c'est perscruter le couple du comte et de la comtesse de Savigny, tant leur bonheur d'amour lui fait envie. Une félicité à faire envie ce couple. C'est ça l'objet convoité. L'amour heureux, dénué de scrupules, de lassitude, de mesquinerie et de déception. Donc une curiosité ardente, enracinée dans une envie terrible. Il existe chez Bernanos une curiosité aimante, en quelque sorte sacrée, c'est son mot, celle qui est chevillée à la quête de Dieu et qui dévoile l'âme tout en restant consciente de sa propre faiblesse. La curiosité de Chantal et celle de Chevance les autorisent à tirer de l'ombre les âmes noires sans les forcer pour autant. Mais il existe, à l'inverse, une curiosité homicide. Cette curiosité-là est plus forte qu'aucune compassion. Elle talonne le regard, elle ne lâche pas sa proie, elle tente de la mettre à l'écart, elle passe à l'acte. Beaucoup de crimes chez Bernanos. Bernanos aimait beaucoup Simenon, il avait beaucoup lu Simenon. Curiosité homicide qui cède de la croyance qu'il est possible et légitime d'accéder à n'importe quel prix au contenu psychique de l'autre. Donc cette curiosité aimante, ardente ou homicide, elle se porte sur les contenus de l'âme. Ici, celui de nos propres cabinets de curiosité. Je vais y venir. Si le bric-à-brac de l'âme devient un magasin, l'exclamation de Chantal, c'est « magasin de curiosité », alors tous pourraient en effet venir s'y servir pour repartir ensuite avec tel ou tel objet pris ou acheté. Si c'est un cabinet, alors il y a quelque espoir, que les choses restent au-dedans et que l'on puisse y passer un moment sans être dérangé. Alors allons-y, autorisés par l'auteur, malgré la négation de son héroïne. Vous avez tous, j'imagine, déjà visité un cabinet de curiosité, plus ou moins entendu parler en tout cas. Qu'y trouve-t-on ? Objets si curieux et rares qu'on les nomma curiosité. Objets fantasmes du corps désirant ? Ambivalence des élans sexuels de Chantal vers Fiodor, de Mouchette vers Arsène ?
Profonde haine de l'autre dans ce cabinet de curiosité, mais surtout haine de soi. Abominable, je cite, prolifération du mal. En tout cas, des scénarios imaginaires transformés en objets de séduction, de fascination et de jouissance esthétique. Peut-être une tendance à l'hystérie, on y reviendra. Un bric-à-brac de choses hétéroclites, assemblées dans un désordre, et pour cela même, en juste continuité avec l'authenticité de Bernanos, qui jamais ne s'est laissé prendre par le désir de concilier ou même d'unifier. Jamais Bernanos ne s'est laissé prendre par le désir de concilier ou même d'unifier. Un cabinet de curiosité constitue à lui seul une matrice illimitée de possibles, offerte pourtant à l'appât de l'œil. Des objets insolites, exposés sous une lumière travaillée, avec une organisation elle aussi étudiée afin de maintenir en haleine le visiteur, de façon à nourrir un sentiment d'inquiétude d'étrangeté. Seul le concepteur du cabinet, du musée, possède les règles qui ont présidé à l'installation du musée. Mettre tel objet à côté de tel autre, en retrait plus qu'au premier plan, associer ce qui par essence ne se retrouverait jamais côte à côte dans la nature. Bref, l'installation d'un cabinet de curiosité répond à des associations d'idées et de choses de nature inconnue. Personne ne demande d'ailleurs de légende ou d'explication. On s'y promène, un point c'est tout. Regard survolant partout à la fois, parfois se posant sur l'une ou l'autre chose, comme sans faire exprès, ou sans savoir pourquoi. Et puis, ténu, un sentiment de transgression. Peut-être parce que cette pulsion épistémophilique s'y satisfait pleinement. On n'aurait pas dû être là. Le contenu des bocaux transparents n'aurait jamais dû être découvert. Les animaux immortalisés ici n'auraient jamais dû être empaillés, auraient dû continuer à volter à droite à gauche sans être coupés net dans leur élan. Même si certains sont sauvages et dangereux, alors on jouit de les savoir capturer, rendus inoffensifs. De ces animaux prisonniers à notre propre animalité, l'écart est faible. Des ossements posés négligemment çà et là rappellent la futilité d'une vie, l'irrémédiable de la mort. Satisfaction de la pulsion d'exhumer qui fonde notre désir de savoir. Objet donné là comme trace mémorielle qui ramènent à la surface quantité de sensations encryptées jusqu'à présent. Quelques crucifix posés çà et là, devant ou derrière d'autres objets qui en général ne s'assemblent pas. S'y trouve aussi, bien souvent, l'au-dedans d'un ventre, extrait d'un ventre humain ou animal. Des fœtus ont arrêté là leur développement. Tout ce qui ne se voit pas à l'œil nu est au contraire ici montré avec ostentation, cherchant justement à attiser la curiosité, tout en maintenant une ambiance feutrée, un éclairage sombre, une immobilité rassurante ou angoissante, c'est selon. L'objet exposé au bon endroit et sous un éclairage approprié attire à lui un regard fasciné, presque honteux, souvent un éprouvé d'horreur lorsque le fœtus est difforme, peau diaphane, membres non finis, forme proche de celle d'un monstre. Proche en cela même de notre propre monstruosité, camouflée dans les plis de la peau, de l'apparence, de la sociabilité. Parfois, la lumière ne suffit pas à éclairer certains renfoncements à peine apparents. Vous l'avez compris, ce cabinet de curiosité est une métaphore du monde interne et nous donnerait peut-être quelques indices sur la géographie de l'âme. En tout cas, tentative pour se représenter l'irreprésentable. Bernanos vise l'obscur, l'ambiguïté, ce que Barbey d'Aurevilly nommerait l'effroyable désordre de la création. Barbey d'Aurevilly qui a formulé comme dédicace au diabolique une dédicace sous forme de question. À qui dédier cela ? C'est sa dédicace au diabolique. Cela, pour Barbey, c'est la chose sans nom, impersonnelle, intemporelle, inconnaissable, qui résiste à toutes les classifications et qu'au XIXe siècle, on qualifiait par commodité de diabolique. Alors qu'aujourd'hui, notre temps pourrait entendre cela comme équivalent du ça, le monde des pulsions. Donc, on lutte. On parlait ce matin de la lutte. Le personnage de Bernanos ne cesse pas d'être soumis à l'imminence
d'une décharge pulsionnelle comme la bête dans la jungle d'Henry James. Une catastrophe, c'est certain, va survenir, d'on ne sait où, et déborder les capacités de contenance. Une posture sur le qui-vive, équivalence de l'angoisse. Le qui-vive comme équivalence de l'angoisse. Une angoisse au visage sans yeux, nous dit Bernanos, qui peut faire basculer dans la folie. Dans cette lutte contre l'angoisse, les moyens utilisés, alors ce n'est pas dit comme ça, moi je nommerais ça le clivage. C'est-à-dire que, clivage du bon objet et du mauvais objet, de la pureté de l'impureté, de l'amour et de la haine. Et ce clivage mène, je cite Bernanos, à un dédoublement monstrueux de l'être dans l'imposture. Et puis, une terreur que la part laissée dans l'ombre à la force du poignet ne ressurgisse sous forme de passage à l'acte, ou bien pourrisse, que les choses se décomposent jusqu'au pourrissement. Clivage, mensonge, imposture n'ont d'autre fonction que de lutter contre une propension à l'animalité, un désir d'animalité, comme si les personnages de Bernanos pouvaient être pris dans un désir d'animalité. Je m'explique. Sorte de brute intérieure, terme de Bernanos, dont rien ne saurait rompre l'élan. L'animalité paraît tellement à fleur de peau. C'est dans le journal. Être réduit à l'état de bête, c'est souvent chez Bernanos. Surtout lorsque la puissance du désir force les frontières. Le corps de Chantal, en lutte avec lui-même depuis que le désir s'y est immiscé et dont elle aurait préféré ne rien savoir, Chantal de Clergerie. Elle aurait préféré rester une petite fille. Ah non, en fait, elle est jeune femme. Depuis que le désir s'est immiscé dans son corps, c'est la panique. Le désir, en effet, n'est ni calme, ni attentif, ni sans tension. Je cite, « Crainte étrange qu'elle avait maintenant de son propre regard, de sa bouche pâle, de ses mains souvent tremblantes, de tout ce corps, enfin, de cet appareil compliqué de chair, de sang, de nerfs, dont elle n'était plus sûre désormais de se faire obéir. Bête sournoise, humiliée, mélancolique, à laquelle elle imposait son allégresse, la foi, l'espérance et la charité comme un frein d'or. L'impulsivité destructrice d'Arsène, qui, après un court instant d'abandon tendre dans les bras de Mouchette, se relève, reprend sa haute stature, un regard sournois d'animal prédateur, à la voix fausse et fêlée, à la tonalité grimaçante, pour prendre Mouchette comme on se saisit d'une chose dans un accès de rage. Bien souvent, chez Bernanos, le pulsionnel se révèle monstrueux. Dans l'âme de l'abbé Sénabre gît, je cite, un petit peuple monstrueux, sorte de fantôme, même s'il s'est longtemps acharné à le refouler, à le rejeter dans l'ombre. Je cite, dans l'imposture, « Tous les coins obscurs, grouillés d'une vie féroce, embryonnaire, pensée, désir, convoitise à peine évoluée, réduite à l'essentiel, au germe, endormi, mais vivant. Vie embryonnaire de nos fantasmes les plus crus, laissée telle qu'elle si on ne s'intéresse pas à nos rêves, et qui peuvent parfois rester endormis, autrement dit refoulés, jusqu'à ce qu'il y ait un symptôme qui vienne pointer du doigt le conflit psychique. À rester face aux bocaux d'embryons de toutes sortes, on les croirait en effet juste endormis, peut-être encore vivants d'une vie féroce pourtant vouée au limbe. Le malaise, au-delà de cette incertitude, tient aussi au franchissement de la barrière placentaire, à la pénétration qu'elle suppose de la matrice maternelle. Le fantasme serait, franchissant l'interdit d'y pénétrer, d'y découvrir du monstrueux. Je cite, toujours dans l'imposture, « Le nouveau monstre, né en lui, ne voulait qu'être vu et caressé une fois pour croître affreusement et rester seul dans l'âme détruite,
comme un chancre se moule parfaitement sur le membre qu'il a dissous et en perpétue la forme hideuse. » Fin de citation. On le voit, de l'homme, Bernanos connaît d'expérience l'animalité, ce goût mystérieux pour l'avilissement, la délectation, une délectation au goût de Sand, je le cite, un vertige de l'animalité, son incompréhensible nostalgie. Le désir est monstre au sens où passionnel, il mène aux extrêmes, tant amoureux qu'haineux. Puissant dans l'ordre du fantasme, ce désir peut passer à l'acte. Il fait fi des limites au-delà de toute distinction du bien ou du mal. La poussée de la pulsion cherche la décharge à tout prix. Monsieur Wynne, celui qui, au lieu de sentir les fleurs, les écrase dans sa main pour en sentir le parfum, il s'enferre, lui, dans l'intime complicité de son désir pour le mal. Il s'y adonne jusqu'à la folie. Bien sûr, le désir, s'il ne trouve pas d'interdit, cherche son chemin pour se réaliser. Désir pour le bien, mais aussi désir pour le mal. Je cite Monsieur Wynne, « Vainement me suis-je ouvert, dilaté. Je n'étais qu'orifice, aspiration, engloutissement, corps et âme béants de toutes parts. J'évaluais posément ma jouissance et mon profit. Je désirais, je m'enflais de désir, au lieu de rassasier ma faim, je ne m'incorporais nulle substance ni bien ni mal, mon âme n'est qu'une outre pleine de vent. » En effet, de ce désir monstre, de ce désir qui enfle, il ne fait rien. Il ne rassasiera pas sa faim. Sa faim, c'est jouer de lui. « J'ai joui de ma faim, dit-il, aujourd'hui ma faim jouit de moi. » Devenu dès lors telle une outre pleine de vent, il se laisse avaler par un sentiment d'inexistence. Aspiration par le néant, risque d'inexistence, déchaînement des forces de déliaison sont aussi portés par les figures féminines. Relisez dans Un mauvais rêve la figure de Simone, qui est vraiment une figure d'Hécate, ou une tête de la Méduse, une figure féminine absolument terrifiante, à la ruse et à la force d'une bête, précise Bernanos. En tout cas, un monstrueux, probablement articulé à des imagos terribles, dont l'imago de la mère archaïque au corps immense et superbe, mais aux aspirations cruelles, dévoratrices, devenant, pour parvenir à ses fins, tel un phallus inquiétant et omnipotent. Là, on pense à la tête de la Méduse. Chantal de Clergerie, quant à elle, en bonne hystérique, a perdu la trace de son désir, divisée entre son désir et son interdit, et toutes les défenses pour ne rien entendre de son désir, divisée entre le désir d'être approchée de très près et la terreur de l'intrusion. Autrement dit, divisée entre fascination et répulsion. Son père incestuel, n'a fait qu'attiser chez elle le désir et la terreur du sexuel. Il lui dit quand même à un moment donné « Fais aussi ce petit effort, toi, ma chérie, laisse-moi t'aimer aveuglément. » Quand même. Nombre de femmes chez Bernanos présentent des symptômes de pâmoison, crise de nerfs, d'épuisement nerveux, de simulacre, de tare mi-spirituelle, mi-charnelle, des signes catalogués, nous dit avec quelque ironie l'étrange érudition de Sigmund Freud, nous dit Bernanos. Érotisation générale du corps, accompagnée paradoxalement d'une inhibition concentrée au niveau de la zone génitale. Le fantasme inconscient à l'origine de l'hystérie, c'est un fantasme de menace de castration. Et là, je vous cite une merveilleuse psychanalyste que vous avez peut-être lue, Joyce McDougall, qui nous dit « Le névrosé ne peut jouir ni de son droit à la vie sexuelle et amoureuse, ni des réalisations narcissiques, avec ce que cela comporte de rivalité, lutte, échec, mais aussi de victoire et de plaisir. » La première mouchette sera qualifiée de jeune animal féminin, quand même, ou de jeune loup aussi forte qu'un homme. Hardie en sexualité,
insolente, mais criminelle, et puis traversée par des transports sauvages. On pourrait aussi faire le lien ici avec le livre étonnant de Michel de Certeau, Les possédés de Loudun, qui, comme si chez ces possédés de Loudun, elles étaient non pas possédées par le mal, mais empoisonnées, le sang empoisonné par le désir. Le désir, certes, oui, du désir, certes, mais en son envers, la tentation de la mélancolie et du désespoir. Comme si, on l'a dit aussi ce matin, le désespoir formait la trame de nos vies. Il signera parfois, Bernanos, amitié mélancolique. Et c'est un désespoir qui, pour Mouchette, prend la forme de l'aquabon. Je cite, « La question de l'aquabon se posait au-dedans d'elle, informulée, ainsi qu'une mine qui éclate dans l'eau profonde et dont l'oreille n'aperçut que le sourd grondement, alors que la houle irrésistible monte déjà de l'abîme muet. » Une même chose ignorée manque toujours à la vie, puisqu'en effet l'hystérique tient étonnamment à son insatisfaction. Il y tient jusqu'à en faire son désir, le désir d'insatisfaction. Et je dis l'hystérique autant au féminin qu'au masculin. Culte et jouissance du manque. Rien ne peut me remplir, murmura M. Wynne dans un semi-délire. Et c'est cette même insatisfaction qui garantira l'inviolabilité fondamentale de son être. L'hystérique, homme ou femme, par angoisse inconsciente absolue de pénétrer ou de se laisser pénétrer, s'offre mais ne se livre pas. Citation d'un certain Nasio, petit livre très éclairant qui s'appelle L'hystérie. L'hystérique s'offre, mais ne se livre pas. Il s'offre à l'orgasme, mais ne se livre pas pour autant à la jouissance de l'ouvert, laquelle jouissance, supposée illimitée, menacerait l'intégrité de tout l'être. Ainsi, Mouchette, tout comme Chantal, ne peuvent vivre pleinement leur état de femme. Cette expression d'état de femme, je l'ai prise chez Pierre-Jean Jouve. De l'extase de Chantal, on sait très peu. La part de mystère est préservée. Beaucoup de pudeur chez Bernanos. Même si Fiodor la lui ravit, son extase, et en meurt. Chantal en pleine extase, ravie au ciel, nous est-il dit. C'est un corps désirant, aspirant à la jouissance de la complétude et à l'ouverture des sens. Une extase mystique et charnelle dont, à vrai dire, elle ne sait rien. Une extase qu'aurait très bien pu produire une rencontre sexuelle, puisqu'il semblerait que le corps ait joui et qu'ensuite elle en ait éprouvé de la honte. Mais, je cite, « ce que fut pour elle ce court moment, qui le sait ?» Surtout, n'allons pas imaginer que cette chose puisse être définie précisément. Rien n'est défini précisément, j'allais dire Dieu merci. L'énigme demeure, sans doute aussi pour mieux échapper à Satan, ce tueur d'âmes qui en guette les secrets. En conclusion, ça va ? Même si cela se montre sous forme de dénégation, l'âme reste sans contexte un cabinet de curiosité, pour ne pas dire bric-à-brac d'objets fantasmes, désirs hétéroclites, le plus souvent contradictoires. Chez Bernanos, l'homme est grandi par sa capacité à se regarder en face, à se savoir sans faux semblant, ennemi secret et sournois de lui-même. À se savoir ennemi de lui-même. Ayant donné au mal, alors j'aime bien l'expression de Victor Hugo, dans L'homme qui rit, il dit « ô Satan », « ô » au pluriel, et Satan avec un petit s et un pluriel. Victor Hugo, c'est de cette manière-là dont il parle. Voilà. Ayant donné au mal, au Satan, toute son étendue, s'étant dès lors emparé de sa douleur, ayant usé pour cela d'une lucidité acérée jusqu'à la douleur, alors l'homme tout court aura les armes pour lutter. D'ailleurs, la résistance de Mouchette dans sa lutte, c'est ce à quoi Bernanos tiendra le plus dans cette histoire.
parce qu'elle témoigne, nous dit-il, de l'honneur de l'homme. Autrement dit, de l'amour inflexible de la vie. Il utilisera la métaphore de la corrida. Pour Bernanos, le suicide de Mouchette ne sera pas un suicide proprement dit. Je cite, « C'est plutôt la mort du taureau qui s'est bien battu et qui ne peut plus rien que tendre le cou. » Mouchette ne se tue pas, vraiment. Elle tombe et s'endort, après avoir attendu jusqu'au bout un secours qui ne lui venait pas. Fin de citation. Au plus fort de l'agonie, quelque chose du désir peut jusqu'au bout s'expérimenter. Un désir comme la chaleur même de son corps vivant, répandue à travers ses veines, mais qu'elle n'a pu éprouver qu'une fois, lorsque le bel Arsène était évanoui dans ses bras. Serait-ce ce même désir qui, sous l'effet de la pulsion, laisse jaillir ce chant mythique, jouissif, pur et fragile, comme est fragile le désir. Je cite, « Et tout à coup, elle chanta. Elle écoutait monter son chant avec une humble ferveur. Il rafraîchissait son corps et son âme. Elle eût voulu y tremper ses mains. » Un chant venu d'un ailleurs de soi, tout comme la joie. Encore faut-il consentir à l'implorer, puis à le recevoir, ce don de la joie. Bernanos l'origine du côté du maternel. Parole de Chevance à Cénabre, terrifié de se croire jugé. Chevance lui dit, le rassure, « Je jure que vous m'êtes ouvert ainsi qu'à une mère le regard de son enfant. » Le levier de la lutte ne serait-il pas un prodige de compassion, une tendresse, qui sait? L'écriture pourrait-elle être un autre levier? On a vu ce matin, rien n'est moins sûr. De l'écrivain Gans, dans Un mauvais rêve, qui est un personnage projectif de l'auteur, un vieux maître dont il nous est dit qu'il est jambonné par 35 ans de vie littéraire. C'est pas mal comme expression. Gans dit à son ami et scripte Simone, je cite, « Et quand vous parlez de vous délivrer par des livres, vous me faites rigoler, ma petite. La littérature n'a jamais délivré personne, et personne, d'ailleurs, ne réussit à se délivrer de soi-même. Des blagues, on peut espérer l'oubli, et encore, car l'oubli, voyez-vous, ça ne se trouve que dans le sommeil ou la débauche. » Fin de citation. Le geste d'écrire non seulement ne guérit pas, mais demeure fragile, soumis aux aléas de la vie psychique, mais aussi aux aléas du monde. La guerre, démonstration de la prévalence du mal, viendra interrompre le flux de l'imaginaire et de l'écriture de fiction chez Bernanos. Il pourra dire « Les livres sont les livres, et il en est d'eux comme des hommes, ils peuvent bien se faire tuer à la guerre. » Le lecteur gardera de sa lecture de Bernanos quelques séquelles intimes, quelques réactivations de la puissance du désir, mais aussi des angoisses qui vont avec. Pour finir sur les mots de Bernanos, « Oui, vous l'êtes tous, fous, je le sens bien. Il faudrait des siècles et des siècles, il faudra le temps dont Dieu dispose pour vous apprendre à être heureux. » Merci. Merci beaucoup pour cet exposé, aussi attrayant par son rythme que par son contenu, qui nous fait apercevoir, comme vous l'avez dit vers le début, les angles morts de l'œuvre. On voit ces personnages qui surgissent devant Bernanos. Ça fait penser à la genèse des personnages de Giono, lorsque Giono indique que tout d'un coup, le personnage a surgi devant lui. Il marche dans une rue de Marseille
et il aperçoit le cheval et le personnage. C'est un petit peu cette sorte d'apparition hallucinatoire du personnage. Alors l'âme, on peut la faire descendre. Enfin, dans l'Antiquité, on situait l'âme dans le ventre, hein, donc Psyché. Donc bon, pourquoi pas, effectivement. Évidemment, la question que je voudrais poser pour ma part, et bien sûr il y en aura d'autres, hein, c'est ce rapport entre l'enjeu psychanalytique des romans de Bernanos et leur visée morale. Donc, parce que il est évident que, au point de vue psychanalytique, par exemple, le bien et le mal sont deux faces de médaille qu'on peut retourner. Il y a chez Bernanos, au point de vue moral, la hantise de l'ambiguïté, qui est une arme du démon, hein, somme toute. Est-ce que vous voyez un petit peu une articulation de ces deux points de vue chez lui? Comment le penseriez-vous? Je ne sais pas si je l'ai vu chez lui, mais je le sens chez moi. C'est-à-dire, ça ne me fait pas... On parlait ce matin de l'effet que nous fait Bernanos. Ça ne me fait pas l'effet d'être clivé ou d'être pour autant dénué de foi. De même qu'être psychanalyste ne me met pas en paradoxe avec cette histoire-là morale. Alors, c'est vrai que Freud disait que dans l'inconscient, on pratique le meurtre pour des vétilles. Dans l'inconscient, on pratique le meurtre pour des vétilles. Dans l'inconscient, il se passe plein de choses. Mais l'idée, c'est finalement, au lieu d'être dans le mouvement de ne rien vouloir en savoir, de craindre d'ouvrir cette boîte de Pandore, l'idée, c'est de l'ouvrir avec confiance. Et c'est bien ça que fait Bernanos, en fait. Voilà. Alors, de l'ouvrir confiance, même si, en vous écoutant, je me disais qu'il y a un point commun entre l'œuvre vue par la psychanalyse et l'œuvre vue par Bernanos, c'est que l'œuvre, quand il s'y engage, elle la grippe. Et donc, il y a cette façon d'être agrippé par l'œuvre au fur et à mesure qu'elle se constitue. Et donc, on comprend bien pourquoi en psychanalyse, et on voit, chez Bernanos, il fait souvent des déclarations disant écrire une œuvre, ça ne pardonne pas. Écrire une œuvre, on n'aura pas le choix. Écrire une œuvre, on va être de plus en plus tenu par cette œuvre, effectivement. Mais alors, bon, je ne veux pas occuper l'après-midi à dialoguer très agréablement avec ma voisine, et donc n'hésitez pas à poser maintenant des questions, sans doute. J'aperçois le micro là-bas, donc qui pourra circuler au besoin et à la demande. Ah, une question. Oui, une petite question à la psychanalyste que vous êtes. Disons Bernanos, quel type de... Enfin, vous voyez des choses, il est névrotique, hystérique, il est... je sais pas, il est psychopathe. Vous voulez dire l'écrivain lui-même? Oui. Enfin, en lisant... Alors, dans le séminaire que j'anime, littérature et psychanalyse, on se garde de diagnostiquer les écrivains. Non, on se garde. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, et ça serait extrêmement abusif. Enfin, je serais comme Sénabre, ou comme la Pérouse, si je faisais ça, ou comme l'Hypote. Je ne sais pas si vous avez repéré, les personnages de psychiatres chez Bernanos sont des terreurs d'intrusion. Je ne sais plus lequel des deux, je ne sais plus quelle est la citation. Enfin, quelqu'un accuse un psychiatre justement de parler à ses patients comme s'ils étaient des bêtes dans des bocaux. Enfin, je crois que c'était ça aussi qui m'avait fait associer sur le cabinet de curiosité. Donc, moi, je préfère, faire des variations autour des personnages dont je sais que ce sont des fictions, mais je ne tire aucun lien de causalité avec ce qu'a pu être l'auteur, ce qu'il a pu vivre. Voilà, je fais confiance aux processus de sublimation qui font qu'un écrivain peut,
maître de son inconscient, de sa matière inconsciente dans ses personnages, sans que ce soit visible à l'œil nu. Enfin, voilà, c'est justement la puissance des mécanismes de la sublimation que ça ne soit pas reconnaissable. Et voilà. Mais votre question est sûrement très, comment dire, enfin, qui n'est pas étonnante. Alors, y a-t-il... Ah voilà, il y a une question ici. Merci d'abord. Je voulais savoir ce que vous pensez, alors à la fois comme psychanalyste et comme voilà, très bonne connaisseuse de l'œuvre de Bernanos, de ce qu'une critique de Bernanos, il y a déjà pas mal d'années, Pierrette Renard, avait mis en évidence dans son œuvre la force, on va dire, d'explication, en tout cas la productivité du scénario du roman familial freudien. Elle avait montré, à travers les figures de l'enfant trouvé et du bâtard, et je pense pour ma part plutôt la figure de l'enfant trouvé qui me paraît plus pertinente et plus productive, voilà, que beaucoup, alors des figures de l'œuvre romanesque, mais aussi, et c'est là que je voulais en venir, des essais et de l'œuvre, on va dire, polémique de Bernanos, voilà, pouvaient se raccrocher à ça. Bernanos dira, on a cité nous autres Français ce matin, les peuples sont des enfants à qui il manque la famille. Et je trouve que c'est un élément qui peut expliquer, en tout cas, la pente royaliste de Bernanos, son adhésion de toujours à la monarchie. Bon. Voilà, ces figures, enfin, cette puissance du roman familial, Bernanos aussi était très attaché, il le dira, au conte de fées. Cette puissance d'imaginaire, enfin, vous voyez, alors c'est une autre tonalité que ce que vous avez exploré, qui est plutôt la tonalité très sombre, très inquiétante là dans les romans, mais il y a enfin, je pense dans une certaine proximité de Bernanos avec l'œuvre de Freud, il y a aussi voilà cette espèce et cette cohérence aussi de son imaginaire politique, on va dire, autour de ces figures-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne me suis penchée que sur les romans. Cette partie-là, de même que la partie théologique, c'est-à-dire la question de Satan, la question... Voilà, je suis restée, comment dire... je pourrais dire dans l'homme tout court.